Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et tout de suite, on va accueillir Sylvain Prudhomme sur la scène de cette bibliothèque. Sylvain Prudhomme qui nous fait le bonheur, la joie d'être le grand invité de cette 11e édition de Clameur. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à toutes, à tous. Merci infiniment de m'accueillir. Je suis très honoré et très heureux d'être là. Voilà, Nous sommes ensemble pour une petite heure et vous nous ferez le bonheur ensuite avec Faisal Sali à partir de 20h30 de nous lire quelques extraits de votre recueil d'histoires qui a pour titre Les orages. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, Sylvain, parmi lesquels La Ave d'Ibaï, Les Grands, Légendes, L'Affaire Furtif, par les routes, prix féminin en 2019. Et puis, je viens de le mentionner, qui vient tout juste de sortir en poche, Les Orages, un recueil d'histoires qui vont de 3 à une trentaine de pages. Les orages, quel heureux alignement des planètes, puisque c'est aussi le thème de cette 11e édition. Et je dois bien dire qu'on avait très à cœur avec les bibliothèques de vous recevoir en tant qu'invité d'honneur, en tant que grand invité. Et quand on a évoqué la thématique des orages, d'un seul coup, ça a été comme une évidence de se dire que deux envies se rejoignaient. Donc on est extrêmement heureuse et heureux. J'aimerais qu'on commence justement avec ce mot, orage. Comment est-ce qu'il résonne en vous? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi comme titre pour ce recueil d'histoires qui sont toutes très différentes, qui en même temps racontent des moments de vie où peut-être il se passe quelque chose en nous, avec toujours cette embellie aussi qui finit par arriver. Et j'ai mis la réponse dans la question, mais je vous laisse répondre. c'est vrai que c'est exactement ce que vous dites, enfin que ça m'évoque. Là, je vois en dessous de Clameur et du thème des orages, il y a marqué tumulte, rupture, lutte, passion. Embellie. Passion et embellie. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, du coup, c'est des choses, ça correspond à des moments décisifs en fait de l'existence, des moments de bascule, des moments de vérité. Il y a ça toujours dans les moments de crise, dans les moments d'adversité, il y a une épreuve et donc il y a quelque chose aussi qui se révèle de nous-mêmes. C'est des moments qui sont jamais que dans la destruction il y a toujours c'est un passage en fait. Un orage déjà c'est quelque chose qui finit par passer et donc moi j'avais l'idée que j'allais pas raconter que des gros orages, des orages énormes, des bascules existentielles gigantesques. J'ai l'impression que les vies sont faites aussi de plein d'orages intérieurs, des orages invisibles peut-être du dehors, des moments où, pour des raisons presque des fois atmosphériques, des questions de je sais pas, un hasard qui fait s'aligner les planètes d'une telle façon. Enfin, tout d'un coup, on prend une décision, par exemple, où on se rappelle un souvenir qui nous fait glisser dans une toute autre émotion, et ce qu'on appelle parfois des épiphanies. Enfin voilà. Moi, j'avais envie de raconter des instants comme ça. Et dans l'orage, j'entends beaucoup ce qu'il y a après l'orage, la lumière ce que vous appelez l'embellie. Voilà, c'est exactement ça, l'éclaircie, le moment où la lumière revient. Moi, je trouve que c'est toujours une très belle lumière, celle d'après l'orage. Donc au début, je cherchais même un titre qui serait plutôt du côté de cette lumière d'après l'orage. Je me suis dit, quand on pense à orage, on pense aussi à la lumière d'après. Donc ouais. Je vous ai entendu dire que vous aviez retrouvé, avec l'écriture des orages, de ces histoires, un peu de l'insouciance que vous aviez lors de l'écriture des Matinées d'Hercule, votre tout premier roman, l'histoire d'un homme qui ne veut plus bouger de son lit, qui se compare à un concombre de rivière. C'est quoi cette insouciance ? L'insouciance, celle-ci, en tout cas, c'est celle de pas se préoccuper de ce que ça, de la réception, de tout ça. Enfin, d'être dans le pur présent de l'écriture. En fait, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, je pensais même pas qu'il serait publié. Enfin, j'avais 2 ou 3 textes comme ça en chantier. Finalement, c'est celui-ci, Les Matinées d'Hercule, qui a été publié. Mais moi, c'était un autre que je pensais être plus
plus prêt ou plus destiné à recevoir l'intérêt d'un éditeur. Et finalement, des fois, sans mettre trop d'enjeux, quand on est dans une sorte d'immédiateté du plaisir d'écrire, dans la jubilation d'écrire, en fait, il y a quelque chose de plus vrai peut-être qui s'atteint que quand on se fait une grande idée à l'avance d'un projet dont on a voulu penser à l'avance l'intérêt. Je pense qu'il y a une vérité de la spontanéité, du surgissement comme ça, un peu vif des choses. Et là, c'est vrai que le fait que ce soit des textes beaucoup plus courts, on peut plonger comme ça dans une situation, essayer des fois, c'est des situations vécues, des situations fictionnées à partir d'un souvenir. Mais c'est comme un coup de sonde. On va voir, on passe une semaine, 10 jours là-dedans, et on voit tout de suite si ça prend ou si ça prend pas. Après, on peut jeter. De toute façon, on y a passé 10 jours. C'est pas comme un roman qu'on a passé 2 ans à écrire. Si on se rend compte que au bout de 2 ans, enfin voilà, on jette aussi, mais ça a plus de conséquences. Voilà, c'est plus douloureux. On va revenir sur comment naissent les histoires et sur cette conscience qu'on a ou pas du fait qu'une histoire peut constituer un bon roman, ou en tout cas qu'on a envie de poursuivre justement sur 1 ou 2 ans. Mais j'aimerais rester juste un instant sur les matinées d'Hercule, puisque vous disiez que vous aviez à ce moment-là plusieurs projets en parallèle et que vous pensiez que ce serait plutôt un autre qui aboutirait. Je vous ai entendu dire que vous aviez un petit peu honte à la sortie de ce livre, que finalement vous vous disiez quand même j'ai pas raconté grand chose, alors que au contraire si, il y a quelque chose justement de très jubilatoire. Mais c'était quoi ce moment-là? C'est un moment de doute? Oui, mais en fait c'est un moment de mise à nu assez incroyable. Toujours la publication d'un livre quand on a terminé, et surtout si on l'a écrit un peu comme ça dans son coin, sans éditeur, sans contrat. Enfin, on a vraiment été dans le pur plaisir de l'écriture. Tout d'un coup, on se rend compte, on se retrouve à devoir assumer l'objet qu'on a créé, à en rendre compte avec des guillemets devant des lecteurs qui se posent des questions, qui essaient d'y voir vous l'avez dit, même dans le résumé, un narrateur qui est au fond de son lit et qui se prend pour un concombre de rivière, ça fait un pitch qui peut être que des gens peuvent le regarder un peu éberlué. Et donc après, je savais même pas moi que quand on écrit un roman, on se doute pas au début qu'on va avoir des rencontres publiques pour parler de ça et tout. Donc j'avais été invité dans un festival assez merveilleux qui est pas très loin d'ici, en Franche-Comté, qui s'appelle Les Petites Fugues. Et donc on va dans plein aussi des fois de petits villages, et on va à la rencontre dans des médiathèques comme ça. Et il y avait les gens souvent préparent la rencontre en amont, lisent les livres. Et j'avais des gens qui étaient furieux, qui me disaient mais quand même c'est pas possible, il faut bien qu'il se lève à un moment, ce narrateur, il faut bien. Ou alors des questions. Mais alors, est-ce que c'est toute une philosophie de la paresse? Vous défendez ça? Vous défendez l'oisiveté? Et moi, je me suis amusé, en fait. Après, je peux quand même essayer rétrospectivement de comprendre ce qui m'a fait écrire ça. J'ai essayé de jouer ce jeu-là, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que c'est 2 choses très différentes. Le présent de l'écriture et le moment après où on se tourne avec un peu de recul sur l'objet qu'on a fait et on essaie d'en parler. Vous venez d'une famille où, je vous ai entendu le dire, l'idée d'écrire n'allait pas de soi. D'où vous vient alors cette conscience de la puissance des mots, cette envie d'à votre tour les manier pour raconter ce que c'est qu'être en vie finalement, parce que c'est ça qu'il y a au cœur de vos livres? Ça vient de vos lectures, ça? C'est certain, ça a été dit avec avec des mots très beaux tout à l'heure. Enfin, oui, la puissance de la lecture, enfin l'effet que ça a dans nos vies. Moi, c'est clairement ça qui m'a donné envie d'écrire. C'était le plaisir de lire, le fait de vivre des émotions assez uniques, de joie, de tristesse, d'émotion, un sentiment d'augmentation de la vie comme ça que j'avais adolescent en lisant. Et je me disais, enfin, il y avait le rêve d'un jour essayer de donner moi-même ce plaisir à des lectrices, des lecteurs. Enfin voilà, et donc ça a commencé comme ça. Je pense que ça a à voir aussi l'écriture avec le fait de mettre un peu le monde entre parenthèses pour mieux le retrouver par de l'intérieur, en fait, en repensant à des situations qu'on a vécues et qui sont passées trop vite. En fait, il y a plein de... Ce qui est terrible dans la vie, dans le quotidien, c'est que même les émotions les plus fortes, aussi bien les tristesses que les joies, elles sont tout de suite envahies
dissipé par d'autres choses. Il y a la vie continue. Après, on est pris dans un tourbillon plein de choses à gérer, plein d'impératifs. Et l'écriture, je pense qu'elle a vraiment à voir avec le fait de retourner dans ces moments-là, de les chérir, de les revivre en les déployant, en comprenant mieux tout ce qui s'y est joué. Donc je pense que ça va aussi avec un tempérament un peu solitaire, un goût de ça quand même. Il faut. Ouais. Mais j'aimerais un instant revenir peut-être rapidement, mais sur des lectures qui ont été importantes pour vous. Il y a Voyage au bout de la nuit de Céline, qui a été un séisme pour vous. Oui, ça c'est vrai, parce que c'est très très frappant comme écriture, c'est incroyable. En fait, quand on lit Voyage au bout de la nuit, au début, l'oralité de la langue, l'audace incroyable de Louis-Ferdinand Céline, il y a quelque chose qui vraiment scie un peu, quoi. Et donc c'est très très difficile de le lire sans vouloir tout de suite se mettre à écrire comme ça. Enfin, et donc j'ai fait des débuts de romans après qui étaient du sous Céline, quoi. Enfin, parce que ça fascine très fort quand même. C'est les grandes œuvres en fait, quand elles ont cette singularité de langage. Et puis ça, en fait, il traverse tous les continents, il raconte plein de passions humaines, la peur, la lâcheté, les moments de courage, l'amour. Enfin, voilà, il y a tout dans ce livre, c'est vrai. Mais c'est pas par ça que j'ai commencé, parce que je crois qu'adolescent, moi, je lisais beaucoup. Je me souviens les Jules Verne, il y avait vraiment à côté littérature, les livres d'aventure. Enfin, j'ai beaucoup lu ça, les Roald Dahl, je les lis beaucoup avec mes enfants. Je trouve Mathilda, c'est une sorte de merveille absolue, un livre d'intelligence, de rouerie, d'humour. Et parmi vos maîtres, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais il y a Francis Ponge, et on lui doit votre étude sur le bigorneau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, en fait, mais quand on commence à écrire, c'est un peu effrayant de voir tous ces grands livres qui ont été écrits. Moi, en plus, je faisais des études de lettres, donc c'est un peu écrasant, en fait, tout ce qu'on se retrouve à étudier à la fac. On se dit à quoi bon, enfin, tout nous semble un peu minable, ce qu'on produit. Et la rencontre, moi, avec Francis Ponge, le parti pris des choses, a été assez décisive, parce que, en fait, je sais pas, peut-être que tout le monde ne connaît pas Francis Ponge, beaucoup connaissent, j'en suis sûr, et je l'espère. Mais enfin, c'est l'idée d'écrire à partir d'objets tout simples, d'écrire la table, le pain, l'orange, la figue sèche. Il s'intéresse qu'à la figue sèche. La figue molle, ça lui paraît un peu dégoûtant, un peu laiteux, visqueux. Il aime la figue sèche. Mais il essaie de... En fait, il constate, et c'est une nouvelle infiniment réjouissante quand on se demande quoi écrire, que sur la plupart des objets qui nous entourent, rien n'a jamais été encore écrit. La table, il fait toute une conférence sur la table, parce qu'en fait, personne n'a jamais fait ça. Et donc tout d'un coup, on se dit, mais... et il dit des choses magnifiques de la table. Il dit, chaque fois, il essaie de trouver quelle qualité l'objet possède, quelle leçon il nous donne dans sa façon d'être, dans la perfection avec laquelle il est lui-même. Et par exemple, une table... elle est là juste pour servir, elle disparaît, on la voit presque pas, et le texte se termine en disant ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne se prendra jamais pour un piano. Mais il y a plein de choses sur, par exemple, l'orange, elle est complètement sacrificielle, à la différence de l'éponge qui recrache son jus, elle nous laisse que le mauvais, quoi, et elle se regonfle aussitôt. Elle n'est pas généreuse. L'orange, c'est le contraire, elle se sacrifie, elle donne tout ce qu'elle a de meilleur. Elle est presque un peu... Faut pas être comme l'orange, elle est trop sacrificielle. Enfin, donc, en fait, on peut s'amuser à ça avec tous les objets. Donc moi, c'est vrai que c'est assez réjouissant et désinhibant pour commencer à écrire. Donc j'ai pris plein d'objets comme ça, et je sais pas, moi j'adorais le bigorneau. Je pense que dans son invisibilité, je m'identifiais totalement au bigorneau. Je me disais, bon, moi, je suis un bigorneau là, accroché à mon rocher, mais je veux pas lâcher, je le ferai, j'écrirai et tout. Donc voilà, j'ai fait tout un livre sur le bigorneau. Claude Simon est aussi extrêmement important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot également ? Alors voilà, Claude Simon, c'est un peu le contraire du bigorneau, parce que c'est vraiment des livres qui embrassent toute l'histoire, qui sont d'une ampleur, c'est des livres très très impressionnants, assez difficiles à lire. Mais moi, ce qui me bouleversait chez Claude Simon, alors je l'ai lu bien plus tard, hein, c'est des livres quand même un peu denses, mais par exemple, le livre le plus connu de Claude Simon, La Route des Flandres, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il revient sur son expérience de guerre. Il a fait la guerre en mai 1940. Il a fait partie des troupes qui ont été envoyées comme ça à la rencontre
des Allemands qui arrivaient à toute allure comme ça de l'autre côté de la frontière belge, et il s'est trouvé très vite complètement son régiment s'est trouvé décimé, et les Allemands étaient déjà à 30 ou 40 km au-delà de l'endroit où il se trouvait, donc il était en zone déjà conquise, et pourtant il avait un capitaine qui voulait pas se rendre, qui était un peu suicidaire, et donc c'est une scène qu'il raconte sans cesse dans ses livres. Il est obligé de continuer à suivre ce capitaine suicidaire jusqu'au moment où enfin le capitaine se fait abattre d'une certaine façon et où il a le droit de s'enfuir, de détaler. Et il y a une intensité. En fait, moi ce que j'aime dans la littérature, c'est quand elle essaie de rendre compte des sensations, de l'intensité des moments vécus, en fait, que ça ressemble à la vie, que c'est la vie encore plus vraie que ce qu'on vit, parce que c'est dit avec une acuité qui fait qu'on se dit oui, c'est ça, le froid, c'est ça, la peur, c'est ça. Et donc là, effectivement, il fait ça incroyablement. Il sait qu'il est en danger de mort, qu'à tout moment, une balle peut partir et les tuer. D'ailleurs, ça finit par arriver, mais en même temps, la nature est insouciante. Il y a quand même toujours les oiseaux qui chantent. Il y a des avions qui passent dans le ciel et qui peuvent les bombarder, mais qui pourraient aussi bien être des abeilles, des grosses abeilles ou des oiseaux. Rien n'est menaçant, et pourtant, la mort est là partout. Et donc, ça déplace complètement la représentation de la guerre. On s'imagine toujours que la guerre, je sais pas, toujours, il y a deux camps qui combattent l'un contre l'autre. Là, c'est juste, on comprend rien, on ne sait pas où on est, et puis tout d'un coup, on se fait tuer. Et je trouve que moi, à chaque fois, ce que j'aime, c'est quand il y a cette singularité, quand les choses, on les voit comme on les avait jamais vues, en fait. Et Claude Simon, il fait ça incroyablement, voilà, en étant très proche des perceptions de ce qu'on... Voilà. Et en étant dans cette idée de l'intensité du moment, dans Par les routes, votre narrateur, qui lui aussi écrit des livres, à un moment, il dîne avec l'autostoppeur, qu'il n'a pas vu depuis 17 ans, et sa compagne Marie, qui est traductrice, et qui parle au narrateur de Marco Lodoli, qu'elle traduit, et je vous lis. « J'ai demandé de quoi le livre parlait. Toujours de la même chose, la vie qui passe, le temps qui s'en va. C'est tout simple, il n'y a jamais rien de spectaculaire. Simplement les hommes et les femmes qui naissent, grandissent, désirent, deviennent adultes, aiment, n'aiment plus, renoncent à leurs rêves, au contraire s'y accrochent, vieillissent, s'en vont peu à peu, remplacés par d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, j'ai dit. C'est la seule chose à raconter. » Et là, j'ai eu l'impression de vous retrouver pleinement. Et quand je disais tout à l'heure, raconter la vie, c'est ce sentiment vraiment que j'ai quand je vous lis, c'est que vous exprimez ce que c'est qu'être en vie. Merci. En tout cas, moi, c'est vrai que je crois que c'est ça que j'aime dans les livres, en fait. C'est quand ça me donne le sentiment que se trouve approcher quelque chose de la complexité de ce qui passe en nous, de sentiments aussi, parce que très souvent les choses sont mêlées en nous. Il y a de la joie peut parfaitement exister en même temps que de la tristesse. On peut être très très heureux, mais justement déjà tellement dans la peur que ce bonheur se perde, des fois au milieu du plus grand bonheur, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie que ça nous échappe, que ça doit filer peut-être à un moment. Enfin, et c'est pareil au cœur du... Moi, je sais pas, ça m'arrivait de raconter des scènes, par exemple, d'enterrement. Enfin, je sais pas, je crois pas dans Par les routes, mais dans Légende, il y a un moment où je crois plusieurs fois, je crois que peut-être que j'aime bien raconter en tout cas les paradoxes de ce qu'on ressent dans ce moment-là, où parfois dans le souvenir très fort d'une personne qui est partie, et dans le fait de réussir à bien la faire revivre dans l'hommage qu'on lui rend, enfin, et ben en fait on peut être aussi heureux. Ça m'intéresse la réversibilité des choses, et je trouve qu'en fait voilà je sais pas, oui, le désir, comment le désir tout d'un coup il est là, il revient ou il meurt. C'est des choses très fugaces de la vie, et oui, je crois que c'est ça que j'aime bien essayer de raconter. Ouais. Vous aimez être au ras de la vie. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on attrape quelque chose de la vie? Ça tient à quoi? Ça tient à une attention accrue justement à ce qui se passe autour de nous, à ses propres sensations. Comment est-ce qu'on réussit à retranscrire ça à travers les mots? Moi, je sais que par exemple, je suis incapable de raconter des situations ou des choses dont j'ai pas du tout fait l'expérience. Je sais que
à chaque fois, je suis obligé de m'en retourner un peu à moi-même, à ce qui, dans les choses que j'ai vécues, a le plus approché la situation fictionnelle que je suis en train d'essayer de raconter. En fait, je pense que je vais jamais écrire un livre historique qui se passe à une époque que je connais pas, parce que j'ai l'impression que je ne vais la décrire qu'à partir d'idées que je m'en fais, qui sont des idées extérieures, des idées ou dans un pays que je connais pas. Je le ferai pas parce que je me dis, mais les gens qui habitent ce pays-là, ils vont tout de suite, ça va leur paraître d'une naïveté ou d'un grossier. Donc moi, je trouve qu'on a le seul matériau qu'on a à notre disposition, c'est nous-mêmes, en fait. C'est l'expérience qu'on a faite des choses. On sait tous, il y a plein de choses qu'on sait, quel bruit font les objets quand on tape dessus, enfin, quelle consistance ont les choses. Et donc, oui, moi, je pars toujours de ça, en fait. Et j'essaie, en fait, de raconter en fait, même c'est pour être relié au livre par un sentiment de nécessité. Les personnages, ils se posent des questions que je me pose aussi, à partir de situations qui m'ont moi-même un peu bouleversé, ou sans que ce soit forcément autobiographique, en fait. C'est juste que on n'a pas d'autre bois pour reconstruire que ce que nous, c'est comme ça qu'on connaît le monde, en fait. C'est par nos propres sens, en fait. Mais je me faisais la réflexion dans le train. J'étais assise à côté de votre homonyme, David Prudhomme, qui est dessinateur et que vous allez pouvoir voir dessiner ce week-end. Et je faisais le parallèle avec le dessin parce que, comment dire, quand je regarde, moi, un objet ou une personne, si j'essaye de la dessiner, au-delà du fait que je ne sais pas du tout dessiner, je ne vais pas réussir à rendre compte des émotions que me procure la vue de cette personne. C'est une chose que réussit à faire David dans ses dessins, à retranscrire les sensations, les émotions que nous procure la vue d'un objet, la vue d'une personne, qui va au-delà d'une description réaliste. Et je faisais le parallèle en me disant que c'était exactement ce que vous faisiez vous aussi à travers les mots, c'est-à-dire que vous décrivez une scène que peut-être quelqu'un d'autre décrirait, mais qui ne me procurerait pas la même émotion que décrite par vous. Et je me demandais à quoi ça tenait justement cette capacité, d'au-delà de la véracité d'une scène, de réussir à rendre compte de l'émotion qui s'en dégage. Alors le dessin, on me dira, faut s'entraîner, il faut dessiner. Je suis persuadée qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a aussi une sensibilité particulière et qu'il y a quelque chose au-delà de l'entraînement. Pour les mots, comment est-ce que vous diriez qu'on trouve ça? Est-ce que c'est malgré tout à force d'écrire aussi? Qu'est-ce qui fait que dans les mots qu'on va choisir, et on partage tous les mêmes mots, le même alphabet, et pourtant dans la description d'une même scène, vous allez réussir à nous faire ressentir toutes les émotions quand moi je n'y arriverai évidemment pas, mais d'autres personnes le feraient autrement? Moi, je pense que ça a été souvent dit, mais qu'il y a vraiment la question du regard qu'on porte sur les choses, parce que moi pendant longtemps je lisais quand Flaubert, Proust, ils disent tous la littérature c'est une affaire de regard. Ça paraît un peu abstrait en fait. Je me disais mais c'est quoi quand tu dis regard? Non, il y a quand même des mots, il y a souvent on parle surtout du style, mais en fait c'est vrai que c'est beaucoup plus important que je sais pas, la syntaxe des phrases et tout. C'est au fond la chose qui résume tout, c'est vrai, c'est le regard. Comme je pense au cinéma, en fait, qu'est-ce qu'on décide de montrer de cette scène-là? Qu'est-ce qu'on décide d'en garder, en fait, mais de chaque chose qu'on représente? Comment est-ce qu'on découpe le monde qu'on a devant soi? Qu'est-ce qu'on tait? Qu'est-ce qu'on raconte? Moi, je crois pas mal des fois qu'avec des mots assez simples, on peut, avec une économie, on peut dire ça peut être très émouvant. Je le crois profondément aussi pour le dessin. Et c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup d'affinités avec David, dont j'adore les livres. Et voilà, pourquoi David, il arrive à raconter, y compris des choses très ténues, qui sont, parfois une joie très, très calme ou une tristesse très calme, des choses très délicates qui sont souvent, on peut dessiner des choses spectaculaires. Et là, il y a beaucoup de livres de David qui sont dans une émotion très calme, mais je pense qu'en fait après, donc c'est des questions de regard et d'affinité de regard. Moi, je suis heureux si jamais vous trouvez que c'est juste certaines descriptions que je fais. Peut-être que d'autres, ça va les ennuyer profondément parce que il n'y a pas cette affinité de regard. Je pense que, mais je crois que la chose importante, c'est d'être au plus près de ce qu'on voit,
c'est pour ça on est tous uniques. En fait, il y a que nous qui voyons comme on voit. Enfin, on est irremplaçable, et donc il y a quelque chose je trouve, dans le fait de se relier le plus directement, le plus sincèrement à ce qu'on voit de ce moment-là, ce qu'on a envie d'en dire, et de ne pas se demander comment ça devrait être, comment il faudrait le faire, comment d'autres le font, juste penser à ce qu'on voit soi. Et cette singularité, on l'a tous, enfin, ça c'est certain. Et après, peut-être c'est comme certains n'aiment pas parler de leurs sentiments, donc ils vont passer par ils vont pas trop mettre des mots dessus. Ça peut faire aussi des textes très émouvants, en fait, parce qu'ils vont être pudiques, ils vont être un peu silencieux, et l'émotion va passer par autre chose. En fait, d'autres vont tout verbaliser, tout formuler de ce qu'ils ressentent. Je pense que vraiment, là, c'est notre singularité à chacun. Et les singularités, elles se rencontrent ou pas. Il y a des lecteurs qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi, je suis heureux si jamais ça vous rencontre. Ouais. Mais vous parliez du fait qu'on pouvait raconter ça avec des mots simples. Et c'est ce que j'aime aussi dans vos livres, au-delà de cette sensibilité, c'est que vous n'êtes jamais dans la démonstration. Et je ne savais pas vraiment comment le formuler. Et je vous ai entendu, vous, en fait, le dire très clairement. Je vous ai entendu dire que vous détestiez le bluff en écriture. Et je me suis dit que c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a le sentiment d'être face à un auteur en train d'écrire, qu'il y a quelque chose justement de l'ordre d'un passage direct de votre regard à notre vision à nous qui découvrons vos histoires. Vous n'êtes jamais dans la démonstration. Alors peut-être que ça c'est vrai. Enfin oui, des fois il y a une phrase qui nous vient, on a l'impression qu'on se dit là ça claque un peu, ça sonne, et en même temps parfois c'est vrai que c'est pas. Finalement on l'enlève parce qu'on se dit mais là au fond je me laisse un peu séduire par la musique des mots et par le beau rythme là, alors qu'au fond c'est pas ça que je veux. C'est pas les mots les plus propres au sens le mot juste quoi, les mots les plus justes quoi. Par rapport au fait d'être démonstratif, moi, en tout cas, il y a une chose que j'aime pas, c'est quand ça, c'est quelque chose. Je pense qu'on est tous d'accord, tous ceux qui aiment écrire. Enfin, en tout cas, il faut jamais dire d'un personnage, nommer ses qualités ou ses défauts. Enfin, je veux dire, par exemple, si on dit c'était un personnage très drôle, bon bah c'est foutu. Il faut qu'il le soit, et c'est au lecteur de juger. Ça le fera rire ou ça le fera pas rire. Mais en tout cas, on se doit d'être. Moi, j'aime bien que ce soit comme dans la vie. En fait, on porte pas une étiquette en disant alors moi je suis quelqu'un qui est comme ça, avec tel et tel. On apparaît devant les autres et les gens se font leur idée. Et j'aime bien que les personnages ils ressemblent à ça. Enfin, on se fasse son idée quoi, à partir de quelques actes qui posent, de quelques mots qu'ils disent, et que ça reste ouvert en fait. Ouais, en tout cas. Vous parliez de la musique des mots, c'est quelque chose qui est important pour vous. On va pouvoir s'en rendre compte aussi quand vous allez nous lire quelques-uns de vos orages. Mais c'est quelque chose, lorsque vous écrivez, que vous avez toujours en tête justement cette musicalité. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, parfois, pour être au plus juste dans l'émotion que va procurer une phrase, elle peut être un petit peu en réalité bancale si dans ce qu'elle procure comme émotion par l'agencement des mots, elle est juste. C'est une chose à laquelle vous faites attention quand vous écrivez à cette musicalité ? Oui, et même effectivement, quand ça peut être bancal et musical. La musique, elle peut venir aussi justement de quelque chose d'un peu boiteux ou d'un peu fragile. C'est vrai surtout dans les chutes, dans les fins par exemple dans les fins d'histoire, là, dans les nouvelles, c'est des formes un peu plus brèves, ou les fins de chapitres quand on écrit un roman, ou les attaques aussi. Parfois, c'est pas parfois on continue, on veut conclure, et en fait c'est bien plus beau quand tout d'un coup, on enlève les 10 dernières lignes et on se rend compte qu'en fait, en s'arrêtant avant, ça reste beaucoup plus en suspens. En fait, ça, comme je sais pas, comme un musicien qui laisse un peu qui résout pas la dissonance, en fait, qui la laisse un peu ouverte. Donc il y a des fois, oui, le boitement, ça fait c'est musical en fait. Donc moi, assez souvent, je me dis, mais est-ce que là, en fait, je ne peux pas enlever la première page. Est-ce que le vrai début n'est pas plus loin, ou n'est pas des fois même au deuxième chapitre, on ressent le besoin de faire un premier chapitre qui est comme un peu un chapitre d'exposition. Et en fait, si on attaque par le deuxième, on comprend tout ce qu'il y avait en germe, tout ce qui était un peu pesamment expliqué dans le premier, c'est là, parce que c'est dans le mouvement de l'histoire.
mais simplement, c'est déjà en acte, c'est déjà incorporé à l'histoire, en fait. Donc, on comprend tout rétrospectivement. Bon, Puisqu'on parle de l'écriture et de la musique des phrases, on ne retrouve pas dans vos textes les marques classiques des dialogues, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de guillemets ou de tirets. Et ce qui contribue, je trouve, aussi à cette impression de réel, d'être au plus près des personnages, au plus près de la vie, parce que dans la vie, là, par exemple, il y a mes mots, mais il y a aussi mes gestes, il y a aussi mon regard. C'est pour ça que vous vous passez de ces marques-là, parce que justement, la parole ne doit pas être prise, considérée différemment des autres marques du langage, de ce qui nous lie. Oui, c'est ça, hein, vraiment exactement, je crois. En fait souvent, les points d'exclamation ou les points d'interrogation, c'est vrai que après, je les enlève parce que je les mets pas dès le début, parce que j'ai l'impression que ça explicite quelque chose qui, dans la vie, n'est pas souvent explicité. Très souvent, on demande à la personne qui vient de nous parler, mais c'est une question, ou il y a beaucoup de questions qu'on n'énonce pas sur un ton interrogatif. Et pareil, les exclamations, c'est quand même rare que... Enfin, je trouve qu'avec quand on met le point d'exclamation, il y a vraiment tout d'un coup un côté... oh là là, enfin, quelle surprise. Je crois qu'on peut si on veut marquer l'étonnement, on peut le marquer de façon plus... Ça ressemblera plus à la musique de la vie sans toute cette je sais pas, ce côté un peu clinquant du point d'exclamation, quoi. On peut c'est aussi que ça signale presque à l'avance à l'œil quand on lit. En fait, moi, je vois que quand les dialogues sont indiqués de façon assez classique, parce que de moins en moins il y a plein d'écrivaines, d'écrivains qui font ça, qui incorporent un peu le dialogue au texte, en fait, pour pas le rendre trop saillant. Et c'est vrai que des fois, moi, quand je lis des livres plus anciens et qui sont un peu longs, un peu gros, on a tendance à aller d'un dialogue au suivant, en fait, à sauter un peu. On sait qu'au milieu, il y a du gras, quoi. On va voir ce qu'ils se disent après, et du coup, pour savoir ce qui va se passer. Mais dans la vie, on peut pas faire ça. Dans la vie, on attend. Enfin, on est pris dans le présent, quoi, du déroulé des choses. Complètement, et j'en parlais récemment avec Kinga Wierzchikowska, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui a publié un premier roman qui s'appelle Patte blanche, et qui me racontait que ça lui servait aussi à faire en sorte que, même si on ne peut pas superposer les mots dans un roman, c'est d'un seul coup se rendre compte que quand on est dans une discussion, quand on retranscrit une scène, il y a des sources de bruit qui viennent de plein d'endroits différents, et que d'un seul coup, si on marque des dialogues, on les isole, et d'un seul coup, c'est comme si tout le monde se taisait autour pour écouter ce que les personnages avaient à dire, alors qu'en réalité, les dialogues, les échanges arrivent par les paroles, arrivent par les téléphones portables, arrivent par plein d'endroits différents, et que ça permettait d'être vraiment pleinement dans la vie, en réalité, de les intégrer de manière, et de faire confiance aux lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs comprennent que quelqu'un est en train de parler, et le lecteur, la lectrice fait le lien de qui est en train de prononcer, et parfois ça peut créer même un trouble, mais qui est intéressant de se dire qui a prononcé cette phrase. Complètement, c'est vrai, et ça permet de ne pas leur donner plus d'importance que mille autres choses qui se passent dans une situation, dans une scène. Je ne sais pas, un jeu de regard ou une expression qui passe sur un visage, parfois ça dit beaucoup plus que les mots un peu maîtrisés qui vont être énoncés, en fait, explicitement. Donc, oui, pourquoi donner ce privilège, enfin ce premier rang absolu au dialogue. Enfin non, je crois que... Et puis il y a toutes les phrases qu'on se dit aussi intérieurement. Il y a plein de... Oui, je suis d'accord complètement avec ce que vous dites sur le bruit. Ouais. Il y a plein de choses décisives qui se jouent à chaque instant entre des personnages. Ouais. Il y a dans Les Orages une dizaine d'histoires courtes. Qu'est-ce qui fait qu'un début d'histoire va devenir un roman? Est-ce que vous le savez tout de suite quand vous écrivez ces histoires qui composent Les Orages? Vous avez en tête d'écrire des histoires courtes. C'était pendant le confinement. Est-ce que c'était des débuts d'histoire où vous vous disiez, mais en réalité, il n'y a pas suffisamment de matière, enfin, j'ai pas envie forcément d'être avec ces personnages pendant 2 ans. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, ah là, je vais pouvoir y passer beaucoup de temps? Est-ce qu'on le sait tout de suite, ou est-ce que parfois on s'en rend compte au bout justement d'une dizaine de pages qu'en réalité ce sera plutôt une nouvelle plutôt qu'un roman?
Non, là, c'est vrai que moi, pour moi, c'était très clair que c'était pas des romans potentiels en fait. C'est vraiment comme des coups de sonde. Je les vois moi ces histoires comme un peu comme des plans séquences, comme tout d'un coup on fait irruption beaucoup plus directement que dans un roman où je sais pas où il y aurait de la mise en place comme on dit. Enfin, je sais pas. Mais là, on est tout de suite dans la plongée dans la vie de quelques personnages qu'on regarde. Et moi, j'avais envie qu'on les regarde comme ça, presque sans les perdre une seule seconde, dans un moment décisif de leur vie. Et après, on s'en va, comme si la caméra repartait ou qu'on coupait, et ça reste très ouvert sur ce qui va leur arriver après. On a assisté, comme ça, un peu comme par le trou d'une serrure, ou je ne sais pas, à un de leurs états, et on s'en va. Mais on les laisse, quoi. Enfin, mais on sait qu'ils continuent de vivre. Et c'est vrai que je me suis jamais dit qu'aucune de ces histoires allait peut-être faire un roman. Et même, c'était le fait de me dire, là, je ne fais pas un roman qui m'a permis d'aller les explorer. Parce qu'en fait, c'est plein de situations que j'avais envie depuis longtemps d'aller creuser un peu, ou que j'avais envie de me rappeler. Là, il y a des parmi les textes qu'on va lire tout à l'heure avec Faisal Sali, il y a des, je sais pas, il y a une scène vous verrez, d'un grand-père qui est avec un taille-haie et qui il a plus sa tête et il a décidé quand même de tailler sa haie, et donc il a ce truc énorme, mais il sait même plus à quoi ça sert alors qu'il l'a dans les bras, qui tourne, qui rugit à toute allure, et ça se termine pas mal, vous inquiétez pas, mais simplement il y a une sorte d'effroi qui passe comme ça. Et ça, c'est une scène vécue, par exemple, de se dire qu'est-ce qu'on fait là, il a pris le truc, et j'avais été très, très ému de ce moment, qui racontait plein de choses en fait, de où on en était de la vie. Un vieil homme qui a toute sa vie, qui s'occupait de son jardin, de plein de trucs, et qui savait tout faire, construire des maisons et tout, qu'il a un engin comme ça en main, c'est plus quoi faire. Mais par contre, il veut le tenir, il veut pas le lâcher. Par exemple, je me dis ça, je vais pas faire un roman là-dessus, mais c'est un instantané. Sur la baignoire non plus. La baignoire non plus. Voilà, il y a la baignoire par exemple. Là, ça, je crois pas, on le lira pas, mais c'est par exemple, c'est juste en fait. On ne sait pas quelle longueur va faire un texte quand on le commence. Il y a la première nouvelle, elle doit faire 30 ou 40 pages. Je ne pensais pas au début, je m'étais dit je vais passer quelques jours, mais en fait ça s'amplifiait parce que ça faisait remonter plein de choses vécues. Mais par exemple la baignoire, au contraire, elle en faisait au départ 10 ou 15. C'est une femme dont on sait à peu près rien, qu'on voit rentrer dans son bain. Et c'est vraiment beaucoup pour essayer de raconter la sensation, la brûlure de l'eau chaude comme ça sur le corps, le fait de s'immerger, le bien que ça fait. Et j'avais au début mis tout un monologue intérieur, elle se racontait. J'avais l'idée de quelqu'un, ça m'était un peu arrivé, ou je sais pas, qui est de passage dans un hôtel, comme ça, dans un lieu, il est en tournée, ou je sais pas, enfin. À cet instant-là, dans un petit moment de vacances qu'elle a, de disponibilité, après avoir fait, s'être acquittée des choses professionnelles dont elle devait s'acquitter, elle a un petit moment à elle, et dans le bain, tout d'un coup, elle a une certitude, elle prend une décision qui va changer sa vie. Et je voulais que... Du coup, j'avais fait le monologue intérieur où elle réfléchissait à sa vie. Et après, je me suis dit, mais c'est super lourd, en fait, on n'a pas du tout besoin, en fait, et en fait, j'ai tout enlevé, et il n'y a plus que 3 pages, on la voit juste qui rentre dans le bain. Il y a les sensations, et puis on la voit qui part, qui referme la porte de l'hôtel, et on comprend qu'il y a un truc qui s'est joué, mais ça reste complètement ouvert en fait. Moi je me disais, mais c'est tellement arbitraire en fait de donner c'est cette décision-là qu'elle prend plutôt que cette autre-là. J'écrivais, moi-même j'y croyais pas en fait. Donc dans ces moments-là, il faut se dire non. Si moi-même j'y crois pas, si j'ai l'impression que c'est un peu fake, artificiel, c'est catastrophique. Donc finalement, hop, j'ai tout enlevé, et elle est très courte. Voilà. Vous parliez de cette idée de plan séquence. Il y a un des textes qui échappe à ça. Je ne sais pas si vous lirez cette nouvelle, donc j'en dis un mot, mais c'est La Tombe. Oui, alors, ouais. Est-ce qu'on peut... Vous allez la lire? Non, donc on peut en parler. Oui, là c'est une nouvelle qui est un peu différente, effectivement, qui est un peu presque fantastique. En fait, c'est un homme. Moi, c'était le moment où j'avais un peu 40 ans, qui voit... un matin, il passe comme ça en allant au boulot, il passe par le Père-Lachaise, et il voit sa tombe, avec marqué son nom et aussi sa date de mort. Et donc, et qui est exactement dans 40 ans. Il dit dans 40 ans, donc il est pile au milieu.
Et il se dit, mais c'est pas possible, quelqu'un m'a fait une blague. Et puis en fait, non. Donc il a beau penser que c'est pas vrai, que c'est pas possible, qu'on peut pas savoir que vraiment il mourra dans 40 ans, il se met à réfléchir à partir de ça. Il se dit, bon, bah, donc il me reste 40 ans. Mais lui, ça le panique, alors qu'il y a un ami qui lui dit « Mais c'est génial, ça veut dire que tu sais que pendant 40 ans, il n'y a rien qui va t'arriver, donc tu peux vraiment profiter. » Ouais, c'est vrai non, que mais il n'y arrive pas. 40 ans, c'est pas mal. C'est de la mort annoncée, mais quand même, c'est pas mal quand même, c'est loin. Et donc il hésite, il essaie de se dire, non, mais il faut pas que je pense à ça. Surtout, il faut que je change rien. Mais déjà, il est foutu. À partir du moment où on dit surtout, il faut que je change rien, il est déjà en train de changer. Et donc, les années passent et en fait, il ne cesse de se déterminer par rapport à ça, enfin, par rapport à ce compte à rebours. Bon, ben, je ne dis pas la fin de la... Mais ça a plein d'incidences sur sa vie. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'au cœur de vos romans, ou en tout cas dans les débuts de l'écriture, il y a vos interrogations. Mais ça peut évoluer. Justement, je parlais de Par les routes tout à l'heure. J'ai lu qu'au départ, vous vouliez faire un livre sur la France vue depuis l'autoroute. Finalement, les personnages vous ont emmené complètement ailleurs. Comment est-ce que ça se passe et à quel moment on comprend que le livre qu'on pensait écrire en fait, n'existe pas et qu'en réalité, l'histoire est ailleurs? Oui, c'est vrai que ça arrive, ça, en fait, et même sans doute à chaque fois. Enfin, c'est très, très, très inconscient, très progressif, en fait. Mais au début, on a une idée qui est toujours une idée un peu, peut-être un peu abstraite, donc un peu conceptuelle du livre. Enfin, je sais pas comment dire, moins incarnée du livre que le livre ne le devient progressivement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on a des personnages, il y a ils se retrouvent il y a plein de choses qui se passent entre eux, et en fait, c'est ça qui est assez beau dans la fiction. Moi, c'est ça que j'aime énormément, c'est que on est embarqué, on se découvre à mesure qu'on écrit le désir de suivre les personnages, et d'affronter les situations qu'on est en train de sentir naître entre eux, et en fait, ça nous conduit dans des régions qu'on n'avait pas prévues de nous-mêmes. Et ça, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que moi, en fait, un livre sur la France vue d'autoroute, je me le suis pas dit quand même aussi de façon aussi froide mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté-là. Je m'étais dit, je vais raconter beaucoup les rencontres incroyables qu'on fait quand on fait du stop, la variété des automobilistes qu'on rencontre, le fait qu'il y a la vie profondément qui défile devant nous. Mais ça fait pas un livre, en fait, ça fait pas un roman, c'est un truc un peu sec, un peu raide. C'est une galerie de portraits, c'est du reportage, c'est pas. Et en fait, on se rend compte petit à petit que ce qui est en train de faire vivre le livre et ce qui nous emmène plus loin que ce qu'on avait prévu, c'est ce que ressentent les personnages, c'est ce qui se passe entre eux, le désir qui meurt ou qui naît entre eux, les jalousies. Et donc là, c'est vrai que c'est beaucoup l'histoire au fond quand même d'un trio amoureux, enfin d'une femme qui est amoureuse de deux hommes, de l'un puis de l'autre, moi je sais pas, enfin d'une roue qui tourne un peu et qui déplace tous les personnages dans d'autres rapports que ceux au début du livre, en fait. C'est ça, en fait, le vrai cœur du livre. Et le reste, c'est le décor. Enfin, je sais pas plus que le décor, mais c'est... Oui. Mais justement, ça implique d'être vraiment au présent de l'écriture. J'imagine que entendre des autrices ou des auteurs, parce que moi j'en ai entendu dire qu'ils avaient un plan très précis de ce qu'ils allaient raconter, et qu'il y avait en tout cas la colonne vertébrale et qu'il y avait au moins la fin qui était là dès le départ. Vous, c'est quelque chose qui vous effraierait d'être dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours justement à chaque moment d'écriture la possibilité d'aller ailleurs que là où vous pensiez aller sur le moment. Oui, moi vraiment, je crois qu'il faut accueillir les choses, tout ce qui surgit au présent de l'écriture, au moment où on écrit, en fait, parce que c'est ça quand même le but, c'est que ça nous emmène dans des pensées. On s'explore, on explore en fait plein de choses de soi-même en même temps qu'on écrit. En fait, on se dit tiens, j'ai envie de raconter ça. Ou il y a des idées qui viennent. Heureusement, il y a des idées quand même qui viennent qu'on n'a pas eu avant, en fait, au moment où on écrit. Et ça, c'est vrai de tout. Les idées, elles viennent
en se mettant devant un papier, enfin en commençant à faire, mais même quand on bricole, enfin c'est pas en étant ailleurs, enfin c'est quand on commence à faire les choses et on se dit bah oui tiens je vais mettre ça, je vais profondément les meilleures idées elles viennent du matériau lui-même en fait quand on y est. Et donc moi je veux absolument accueillir ça, quitte à me laisser embarquer parfois un peu plus loin que je ne voudrais. De toute façon il y a un regard rétrospectif qui nous... Après coup, on se dit, bon, ben là, en fait, là, non, quand même, je suis parti, j'ai fait 30 pages de digression là-dessus, j'en garde 3. Mais il faut se laisser emporter, quoi, parce que moi, je dirais que c'est plus comme il y a quelques jalons comme ça qu'on a en tête. Par exemple, dans Par les routes, je savais pas quand ça arriverait, mais je voulais qu'ils sont 3. Je voulais qu'il y ait des moments de duel comme ça entre. Je voulais qu'il y ait des face-à-face, le face-à-face de l'autostoppeur et de Sacha, son ami et rival un peu en même temps. Je voulais qu'à un moment, ils s'affrontent tous les deux et que, pareil, je voulais que l'autostoppeur et Marie, sa compagne, ils se quittent dans le livre, mais je voulais qu'à un moment, ils s'affrontent. Donc je ne savais pas à quel moment ça allait arriver, mais j'avais ça en tête comme ça. C'est comme des points de passage par lesquels on sait qu'on va... Voilà, le livre va à un moment... passer. Ouais. On parle des personnages dans un entretien croisé avec Florence Aubenas pour la revue Sphère. Vous expliquiez que le désir de créer des personnages chez vous était presque toujours précédé par le désir du lieu où vous vouliez aller. Et à la question du journaliste Simon Rossi, qui vous demandait si cette importance que vous attachez au lieu venait du fait que vous n'aviez pas grandi en France, vous répondez de manière très définitive, absolument. Ce sont les lieux qui sont à l'origine, en tout cas, au départ des envies d'histoire, des envies d'écrire, des envies de récit. Oui, moi je crois assez souvent, pour moi en tout cas, oui, il y a en fait, écrire un livre, c'est souvent aller un peu comme séjourner quelque part, en fait, avec des personnages. C'est un départ un peu. On sait que pour 2 ans, on est parti quand même dans une histoire, dans un décor. Et donc, oui, moi, assez souvent, il y a la rencontre avec un endroit, un lieu. C'est souvent des lieux un peu déglingués, un peu inaperçus. J'aime bien me dire tiens, cet endroit quand même je l'avais pas vu d'abord, mais il est très graphique, il est un peu oublié, un peu il y a là plein d'histoires qu'on peut surgir et qu'on peut faire surgir, qu'on peut entendre surgir et qui n'ont peut-être pas été tellement écoutés, tellement des lieux qui ont du caractère, quoi, comme ça, un truc un peu délaissé. J'aime bien les endroits comme ça, je crois. Oui, moi, je sais pas, la Crau, à côté de la Camargue. Moi, j'habite à Arles. Et j'ai pas fait un livre qui se passe en Camargue. J'ai fait un livre qui se passe dans la Crau. C'est l'espèce de plaine de pierre, la steppe qui est juste à côté. Ça, je pense que ça a effectivement à voir. Je crois qu'on parlait de ça à ce moment-là de l'entretien, avec le fait que j'ai passé toute mon enfance en Afrique, dans différents pays qui sont assez méconnus en France. Après, moi, quand je suis revenu après le bac, personne, mes copains, ils connaissaient pas du tout les endroits où j'avais été et j'en parlais pas parce que je pouvais pas le partager avec eux. Mais du coup, j'ai comme peut-être une sorte de solidarité avec les endroits sur lesquels on a plein d'idées reçues et qu'on connaît pas en fait. J'ai l'impression. Et c'est peut-être à voir avec Ponge aussi, le fait de parler de la table, du bigorneau, du truc qu'on regarde pas d'habitude. En fait, je me dis au moins là, ça, c'est un petit coin de monde que je peux élire comme décor un peu singulier d'un livre. Donc, ouais. Dans cet entretien, vous échangez, je le disais, avec Florence Aubenas, qui, elle, écrit de la non-fiction. Vous avez écrit des reportages pour la revue America, pour la revue Le Tigre également. En quoi la fiction vous est finalement nécessaire, même si vous avez écrit ces reportages? Que vous permet la fiction que ne vous permettrait pas justement de poser votre regard dans ces lieux, justement Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment de capturer peut-être le réel de manière encore plus forte à travers la fiction? Je ne sais pas si je le capture de façon encore plus forte, parce que par exemple Florence Aubenas, ses livres sont incroyables, mais en tout cas moi je crois que ça a à voir avec ce besoin d'imprévu au moment de l'écriture. En fait, moi j'adore faire des reportages,
Et en fait, j'adore aller le faire, le reportage. J'ai pas de passion pour l'écriture après du reportage. Pour moi, le moment le plus intense, il est de vivre le moment dans un endroit que je connais mal, de toutes les rencontres. C'est le moment où je remplis tous mes carnets qui est intense. Après, je dois faire avec ça un objet qui souvent me frustre un peu parce que c'est comme un digest de tout ce que j'ai vécu dans un format que je trouve un peu réduit. Et les personnages, les gens qu'on a rencontrés, en fait, c'est pas pareil de laisser un personnage exister pendant 200 pages d'un roman et de l'amplifier, de le construire, de le complexifier et de devoir faire un portrait de lui comme ça, en le faisant un peu parler, mais en devant choisir un peu certains mots qu'il a dit, certaines phrases, mais forcément en ramassant, en réduisant. Et surtout, j'ai l'impression que tout est rétrospectif dans l'écriture de reportage. Tout a déjà eu lieu, en fait. Le plus chouette, c'était de vivre le moment du reportage. Et l'écrire, c'est un peu comme le rédiger, quoi. C'est comme rédiger le reportage. Alors que vraiment, quand on écrit de la fiction, non, on ne sait pas ce qui va se passer. On est surpris. Et ça, je crois que j'ai besoin de ça. Et dans cet entretien, vous disiez aussi que dans le reportage, dans la non-fiction en tout cas, il y avait cette idée de ne pas vraiment savoir quoi faire de vous, en fait, puisque vous êtes vous sur place, mais vous n'êtes pas partie prenante de l'action et d'un seul coup, votre propre présence vous gênait à l'écriture. Oui, voilà, moi je me sens toujours un peu encombré de moi-même. Même on peut faire du journalisme subjectif. Enfin, moi je trouve ça très intéressant. Enfin, mais du coup, on assume sa présence dans les lieux, on dit jeu, on assume une parole personnelle et on assume sa présence effectivement inutile là, enfin en tout cas, mais qui provoque des choses, qui assiste. On assume ça, mais même ça, c'est assez codifié finalement. Ça existe quand même beaucoup, quoi. Moi, j'adore. Il y a une autre façon de faire encore, qui est le journalisme qu'on appelle gonzo. Des gens comme Hunter Thompson, le marathon d'Honolulu, Las Vegas Parano, et où là, pour le coup, il surjoue sa présence en faisant arriver des choses complètement dingues, en faisant des tonnes. Et le personnage principal, c'est lui là à ce moment-là, et je pense qu'il doit s'amuser énormément à écrire, à vivre le moment, et puis ensuite à l'écrire. Là, j'ai l'impression que là, il y a la possibilité de quelque chose de vraiment très littéraire dans la folie, le côté assez déjanté de la subjectivité déverrouillée, totalement déverrouillée. Et ça, je trouve ça... Ouais, là, je trouve que c'est vraiment l'aventure de l'écriture quand même. Là. Quand on lit du Hunter Thompson, on se dit... on se marre, on est dans l'excès. Il y a un truc de l'excès, en fait. Ça excède le... Oui, voilà, je pense que ce qui me frustre un peu, c'est le costume d'être un peu sage et de dire, voilà, de rendre compte des choses proprement, honnêtement, sincèrement. Voilà, je me dis, non, j'ai envie que ça explose un peu, quoi, ce truc-là. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous avez fait notamment dans Les Grands, c'est-à-dire qu'il y a une base documentaire très forte, puisque Les Grands, c'est une fiction, mais qui met en scène les membres d'un groupe de musique guinéen, lui bien réel, Super Mama Jumbo. J'ai lu que vous aviez travaillé pendant 1 an ou plus justement à remplir des carnets, à enregistrer beaucoup d'entretiens, beaucoup de sons, et qu'après il avait fallu justement se détacher de cette documentation et se dire voilà, maintenant c'est en moi, maintenant je connais tout ça et je peux passer à la fiction. Mais c'était pour ça justement, c'était parce que d'un seul coup ça faisait une matière dont vous aviez envie de vous emparer parce que ça racontait beaucoup de choses sur notamment comment est-ce qu'on affronte un présent qui n'est pas à la hauteur de ce dont on a rêvé. Comment se fait ce passage justement d'une documentation très poussée à une écriture fictionnelle ? Oui, en fait, ça se fait petit à petit avec beaucoup de tâtonnements. Il y a un moment où on a du mal parce que en fait, quand on remplit des carnets comme ça d'histoires que nous racontent les gens, souvent il y a plein d'histoires qui ont énormément de force, qui sont très belles, et donc on se sent toujours un peu... on a l'impression que c'est un geste un peu curieux, illégitime au départ de se raconter sa propre histoire à partir de ça, en fait. Moi en l'occurrence, dans Les Grands, avec des personnages qui sont inspirés des musiciens véritables du groupe, j'imagine une soirée qui n'a jamais existé, qui se passe en 2012, dans la ville que moi je connais à la date où... Mais je leur fais vivre une soirée qu'ils n'ont jamais vécue, qui est totalement imaginaire.
Ça commence avec un orage. Et d'ailleurs, il y a le mot orage dans les premières pages du livre, quand il est au téléphone et qu'il apprend, un des membres du groupe, un membre fictif pour le coup, apprend la mort d'une femme qu'il a aimée. Et vous écrivez que sa compagne d'alors, qui est avec lui dans le lit, se recroqueville, sentant venir justement l'orage. J'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai, il y a un orage effectivement à la première page. Et en tout cas, j'ai mis du temps. Au début, en fait, il faut comme s'arracher un peu, s'arracher à une fidélité qui serait stricte au réel, en fait, pour trouver une autre fidélité qui est une fidélité d'esprit, une fidélité romanesque. En fait, moi, par exemple, dans ce cas-là, c'est un groupe à la fois très connu en Afrique de l'Ouest, le Super Mama Jumbo, mais absolument inconnu quand même du grand public en France. La Guinée-Bissau, très peu de gens la connaissent en France. C'est un petit pays d'1 million d'habitants, donc je me disais, mais si je fais un livre de fous amoureux de ce groupe-là que personne ne connaît, je vais être quand même très seul c'est un livre de niche en fait. Or, je voyais bien que dans ce qui me touchait, dans toutes ces histoires que j'avais recueillies en les rencontrant, ces musiciens, en fait, ça me touche parce que c'est assez universel. C'est la question du vieillissement de musiciens qui ont été hyper célèbres, qui ont rempli des stades dans toute l'Afrique et qui aujourd'hui vivotent comme ça, sont sans le sou. Il y a quelque chose comme ça, des hauts et des bas de la vie. Il y a quelque chose de toutes les espérances d'une époque un peu révolutionnaire et qui se sont un peu fracassées. C'est plein de choses qui existent aussi en Europe, partout, enfin, et puis des sentiments qu'on a tous. Et donc, en fait, le passage au roman, c'est comme un peu essayer de redonner la place principale à tous ces ressorts émotionnels, voilà, cette universalité, tout ce qui me touche au fond chez eux, c'est plus important que les faits, savoir pourquoi le groupe s'est dissous, pourquoi ils se sont disputés avec les diversions concurrentes de leurs engueulades et tout. Qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que je vais garder de ça une fois passé au tamis de la fiction, enfin voilà, qu'est-ce qui m'émeut dans tout ça et comment le donner à d'autres, voilà. Et je reviens à ces carnets et à ces débuts d'histoire avec la question que je vous posais tout à l'heure, mais comme j'enchaîne avec 2 autres questions, finalement on n'a pas répondu à la première, mais sur à quel moment est-ce qu'on sait qu'on a justement le début d'une histoire. Et je dis ça pour vous amener à peut-être nous parler du livre qui sortira à la rentrée, mais à quel moment est-ce que vous savez que c'est dans ce lieu-là, avec ces personnages-là, et que vous allez y aller. Justement, vous remplissez des carnets, vous prenez des notes, et à un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît. À quel moment est-ce qu'on sait ? Moi, je crois beaucoup à l'intuition, tout d'un coup, d'une première phrase. Enfin, assez souvent, tout d'un coup, elle est là, la première phrase. On se dit, ah oui, ça va commencer comme ça. On a là, par exemple, les grands. Cette soirée, elle commence par un deuil, tout d'un coup, je me suis dit, oui, ça va être le soir où de la mort de la chanteuse qui n'est pas morte. Donc il y a un truc tout d'un coup comme ça c'est comme couper le cordon. Enfin, tout d'un coup, à partir de là, je vais en terrain complètement inconnu, presque un peu sacrilège. Enfin, je sais pas. Il y a comme on coupe les amarres avec le réel. Ok, maintenant il faut prendre ses responsabilités. Je décide que ça va commencer comme ça. Elle est morte, on lui dit au téléphone. Et donc maintenant, je suis obligé d'inventer. Et j'avais voilà, cette première phrase, elle posait aussi toute une couleur du livre qui serait forcément un peu du côté de la tristesse. Je voulais que ça se passe en une seule soirée. Et je me suis dit, voilà, en fait, au début, j'avais que ça comme idée, simplement, elle va apprendre ça, et ensuite, ce sera toute la soirée, avant le concert, qu'ils feront pour elle, et comment, de cette tristesse inaugurale du livre, il va retrouver une forme de joie ou d'assentiment à la fin. Et après, c'était juste ça l'idée de départ, et c'est pareil dans Par les routes, il y a un moment où on a l'idée comme une chute en fait, mais c'est comme ça à vélo, il faut pousser à un moment les enfants qui doivent apprendre au début ils n'y vont pas parce qu'ils veulent toujours mettre un pied à l'autre, et puis à un moment on va dire allez vas-y, ou même marcher, je crois, il faut un petit déséquilibre pour mettre le pied d'après devant en fait, et donc il y a un moment où on le crée quoi, on se dit allez là cette fois c'est bon et j'y vais, mais ça met du temps. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du coup de peut-être cette première phrase qui est arrivée, qui était le déclencheur du livre à venir, ou en tout cas quelques mots de ce livre? Alors c'est un livre donc qui se alors comment dire en quelques mots juste, mais en tout cas la scène de départ, moi je suis reparti de la scène
En fait, pardon, je veux pas faire trop long pour pas vous épuiser, mais en tout cas, j'avais écrit un livre il y a 10 ans qui se passait en Algérie, qui s'appelle La Avedi Bailly, et c'était un livre qui était beaucoup autour de la vie de mon grand-père en Algérie avant l'indépendance, pendant la guerre aussi. Il a été fermier là-bas et il est parti le jour de l'indépendance. Et en fait, je suis retourné 50 ans après dans cette ferme qui existe toujours, et j'ai retrouvé plusieurs ouvriers d'autrefois, dont un qui était très très proche de mon grand-père et qui m'a raconté plein de choses. Et donc, toute l'histoire, elle est racontée par eux, de leur point de vue. Et y compris la période de la guerre. Et ce qui était assez fascinant, c'était de découvrir qu'en fait, toute la ferme, tous les ouvriers de la ferme étaient en fait FLN. Étaient tous contre mon grand-père, en fait, mais ça l'avait paradoxalement protégé, parce que c'est là qu'avaient lieu toutes les réunions pour tout le secteur du FLN. Le forgeron de la ferme était le chef du secteur du FLN. Et en fait, ça l'a protégé parce que ça leur faisait une couverture en même temps. Il n'a jamais rien su de tout ça. Donc, parmi les choses qu'il me racontait, il me disait toujours « Ah, ton grand-père parlait toujours de l'Allemande du lac de Constance. » Il avait été très amoureux après avoir débarqué Enfin, il a fait la guerre, il a débarqué en Provence, il est allé jusqu'en Allemagne. Au moment de l'armistice, il s'est trouvé en Allemagne, et là, il a été soldat d'occupation pendant quelques semaines. Et comme il y a plein d'enfants de la guerre franco-allemands, et il a donc rencontré là-bas une jeune femme allemande. Il est reparti très vite après, mais en fait, moi, quand il est mort, des années après, moi, j'avais déjà écrit ce livre, et dans le livre qui se passe en Algérie, il y a 2 pages sur l'Allemande du lac de Constance, l'Allemande du lac de Constance, et j'ai appris que, en fait, il y avait un enfant là-bas en Allemagne, et que donc il y avait un énorme secret de famille. Et c'est comme quand, je ne sais pas si vous voyez le film Blow Up d'Antonioni, où il fait une photo, il croit avoir photographié un truc au premier plan, mais il y a un meurtre à l'arrière-plan. En zoomant après, il se rend compte qu'il a photographié quelque chose de très important. Et moi, il y a 2 pages comme ça sur l'Allemande du lac de Constance, un peu innocente, mais en fait, c'était comme le début d'un... Voilà, en fait, ça mettait un peu le doigt, ça effleurait un secret de famille beaucoup plus important. Et donc là, c'est une fiction, mais qui est autour de cette question de la quête, de la révélation de l'existence d'un enfant, comme ça là-bas, qui a donc été laissé, abandonné. Enfin, et donc c'est un narrateur qui me ressemble pas mal, qui se met en quête un peu de cet homme qui est aujourd'hui à 70 ans et voilà, veut savoir ce qu'il est devenu. Et le titre de ce livre ? Ça s'appelle L'enfant dans le taxi. Dans quelques mois, donc on pourra le découvrir. Je vois qu'il est déjà presque temps de vous laisser vous faire dédicacer les livres de Sylvain, ou de profiter aussi, du petit pot. Mais est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions peut-être pour Sylvain ? C'est toujours la première question qui est la plus... Non, pas de questions ? Non ? On vous retrouve, Sylvain, à 20h30 avec Faisal Sali pour une lecture des orages. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette 11e édition de Clameur, et merci à vous toutes et tous.